Bonjour, je regrette de ne pas pouvoir être parmi vous, mais je suis extrêmement attentif à votre réunion pour la bonne et simple raison suivante. C'est que dans cette évolution du monde, dans la disparition des frontières que va amener le numérique, la place de la régulation publique sera plus nécessaire que jamais. Et l'on voit bien que le regret que j'ai exprimé lors de la réflexion menée sur la réorganisation territoriale, pour moi, la carte n'était pas un objectif, c'était une réponse, et une réponse à la question suivante. Dans le monde qui est en train de se dessiner, dans lequel la disparition des frontières est en train de se réaliser, plus personne ne contrôle la circulation des capitaux, des marchandises, des idées, des hommes, quelle est nécessairement la place, non pas du contrôle public, mais de la régulation publique? Et l'on voit bien que la réponse est continentale, donc une réflexion au niveau de l'Europe. Et dans cette Europe, quelle est l'articulation entre l'État et les collectivités territoriales? Et donc on voit bien qu'à partir de cela, si on partage l'idée que le monde de demain est un monde qui a découvert brutalement la fragilité de la planète, mais juste derrière la fragilité de l'être humain, toutes les modifications seront directement liées à l'acceptation sociale de ces mutations. Et comme nous ne sommes pas en crise mais en métamorphose, la réflexion sur la gestion des ressources humaines est plus nécessaire que jamais. Elle est présente au sein des entreprises, elle est trop absente au sein des organisations publiques. Partant d'un principe que le fonctionnaire est là pour obéir, mais l'obéissance peut se faire dans la détresse, dans la soumission ou au contraire dans l'adhésion. Et l'on voit bien qu'une des réflexions de la société moderne, c'est comment faire en sorte que dans ce monde économique de plus en plus compétitif, de plus en plus innovant, de plus en plus en rupture, de plus en plus en adaptation nécessaire, comment faire en sorte de ne pas laisser se croître le fossé entre cette sphère économique qui se nourrit de la diversité, alors que la sphère administrative se nourrit de l'uniformité, que cette sphère économique se nourrit de la remise en cause, de l'innovation, du caractère disruptif, et que la sphère politico-administrative se nourrit au contraire de la résistance au changement, ce que l'on donne, la réponse à cette question, c'est la capacité de pouvoir mobiliser des ressources humaines en faisant en sorte que la perspective du changement et la plus-value de ce changement soit supérieure à la douleur de ce que l'on peut percevoir sur la perte du quotidien. Et soyons attentifs à ce que c'est vrai pour un magistrat, c'est vrai pour la fonction publique. La qualité du statut qui assure la protection du fonctionnaire sera moins importante parfois que la qualité du service rendu à la population. Et que ce qui est évident, c'est qu'il faut faire en sorte que les citoyens soient les avocats de la fonction publique, parce qu'ils seront les avocats du secteur public. Ça veut dire qu'il faut qu'on se réapproprie l'importance de l'impôt pour financer des services publics, et non pas la consommation du service public. Il faut que l'on mette en place l'exemplarité du service public, d'où la notion de la déontologie, d'où le droit aussi à la désobéissance du fonctionnaire lorsqu'on lui demande des choses qui sont contraires à l'éthique. Aujourd'hui, il faut nous rebattre pour la neutralité du service public, pour l'éthique du service public, et pour le fait que le service public n'est pas de droite ou de gauche, c'est la politique qui est de droite ou de gauche. Et que ce qui est important aujourd'hui, c'est de retrouver une espérance collective qui, à défaut de cela, peut créer de formidables fractures dans notre société. Ça veut dire qu'il faut être capable de pouvoir se remettre en cause. Est-ce qu'aujourd'hui, on va continuer l'hypocrisie, la mixité sociale, quand on voit bien que dans nos secteurs, on a la localisation des échecs et l'évasion de la réussite? Est-ce qu'on est aujourd'hui encore capable de défendre l'égalité des chances, alors qu'à l'évidence, l'échec scolaire est un sujet sur lequel nous devrions réfléchir? Est-ce qu'on croit encore aujourd'hui à l'égalité des territoires, comme si l'on peut vivre de la même façon à la campagne ou à la ville? La réponse est non. Le vrai débat, donc, c'est aujourd'hui d'investir dans la formation des agents de la fonction publique, de faire en sorte de ne pas défendre sa situation, mais d'essayer de répondre à l'adaptation nécessaire à l'avenir, d'où la mutualisation des moyens. Et pour ce faire, on doit défendre des causes, et non pas uniquement des intérêts. Quand on défend des intérêts, on se déchire. Si les maires considèrent que l'intercommunalité, c'est qu'est-ce que m'apporte l'intercommunalité pour ma commune, on est complètement passé à côté de la plaque. Ça veut dire qu'aujourd'hui, nous devons absolument retrouver le sens du collectif. C'est un vrai sujet qui concerne le territoire, mais qui concerne l'ensemble de la société française. Sinon, demain, pourquoi nos jeunes continueraient à payer des retraites auxquelles ils ne croient pas?
rupture générationnelle? Pourquoi continuer à croire que c'est les métropoles, la force des métropoles qui demain développera la richesse des régions et que derrière, c'est la solidarité territoriale qu'il faut mettre en place? Mais si l'on considère que c'est chacun pour soi, eh bien la défense de ma commune contre un intérêt collectif fera que demain tout le monde sera perdant. Et donc il y a une formidable opportunité pour la fonction publique, c'est que le monde qui s'ouvre devant nous est un monde nouveau qui va nécessiter de nouveaux comportements, de nouvelles adhésions avec les citoyens et effectivement des évolutions de carrière qui fait qu'on ne fera plus sa carrière au même endroit et tout le temps, mais au contraire, de réfléchir à comment faire en sorte de créer des pôles d'intelligence qui ne sont pas forcément géographiquement localisés à proximité. On peut très bien avoir des gestionnaires du budget capables de gérer des centaines de budgets de communes avec une concentration peut-être à des centaines de kilomètres. Même chose pour l'aspect juridique, même chose ce que vous faites sur les centres de gestion. Et l'on voit bien que la capacité de construire des carrières, des perspectives d'emploi, des formations continues tout au long de la vie, une gestion des ressources humaines avec l'aspect social. Parce qu'il est évident que demain, ce qui est important, c'est qu'on ne pourra pas avoir une dynamique territoriale s'il n'y a pas un épanouissement des agents chargeant de la préparer et de la mettre en œuvre. Et il ne peut pas y avoir d'élèves heureux avec des professeurs malheureux, il ne peut pas y avoir de collectivités locales chargées d'espérance avec des fonctionnaires désespérés. Et donc on voit bien que ce n'est pas toujours une question de rémunération, c'est vraiment un investissement sur l'épanouissement dans l'exercice de la fonction, dans la fierté du métier que l'on exerce, et donc quelquefois l'accompagnement, y compris sur des aspects sociaux, des aspects logement, des aspects mobilité. L'agent doit être considéré dans sa globalité, pas uniquement en tant qu'agent, mais aussi dans son environnement familial et dans son environnement éventuellement associatif. C'est un vrai débat, parce que je vois aussi qu'il y a presque des lectures générationnelles. On voit bien qu'un certain nombre de jeunes arrivent en disant « mais moi je ne comprends pas, que l'on travaille ou que l'on ne travaille pas, on n'a pas d'accélération dans la carrière, que l'on s'investisse ou qu'on ne s'investisse pas, il n'y a pas de récompense sur les efforts ». Et l'on voit bien qu'il y a un changement de génération qui est aujourd'hui en train d'émerger, sur lequel il faut que nous soyons attentifs. Au fait qu'effectivement, il faut peut-être réfléchir à ce que dans le formalisme du dialogue social, on n'est plus sur la notation, sur des notes, dont chacun reconnaît le peu d'efficacité. On passe un temps fou à discuter de notes dont chacun sait que ça ne jouera pas beaucoup sur l'évolution de la carrière, et on n'a pas de discussion sur l'aspect stratégique. Comment essayer de faire passer ce temps de la discussion avec une capacité que pourraient avoir les décideurs d'avoir des débats extrêmement riches sur l'appropriation par l'agent des enjeux stratégiques, de la raison pour laquelle on lui demande de faire ce métier, de réfléchir éventuellement aux moyens d'optimiser son travail, de regarder si éventuellement il est à la bonne place, de regarder s'il y a des capacités de pouvoir lui permettre de rebondir dans d'autres métiers. Chaque agent a besoin de comprendre ce qu'il fait. Et qu'aujourd'hui, la pire des choses, ce serait de tomber uniquement dans une rencontre avec son décideur, uniquement sur un problème de notes, dans lequel l'obsession, c'est d'avoir 0,2, 0,3, 0,4, et dont on sait que ça ne va pas tellement jouer sur la carrière. Donc là, on est aussi peut-être dans un moment où il faut moderniser complètement cette notion de dialogue social, de privilégier l'appropriation des enjeux, la capacité que chaque agent puisse apporter sa contribution intellectuelle à l'élaboration d'une stratégie, voire à l'efficacité d'une politique publique. Dans chaque agent, il y a une intelligence. Et là, peut-être pourrions-nous réfléchir à des problématiques d'intéressement. J'ai toujours été très réservé sur les intéressements individuels, j'ai toujours été assez partisan des intéressements collectifs. Et je me souviens, moi, à l'époque, lorsque j'étais maire, et c'était vieux déjà, mais mon personnel m'a dit « est-ce qu'on peut avoir le 13e mois ?» J'ai dit « non, je ne peux pas vous accorder le 13e mois, mais si tous ensemble, on se mobilise pour dégager des énergies, des économies, je vous propose d'affecter un pourcentage de ces économies pour un financement du 13e mois. Et résultat, ce que devait faire en 2 ans, on l'a fait en 1 an. Mais ça veut dire que, il faut qu'on réinvente pour le fonctionnaire et pour l'élu politique le droit à l'erreur. La France est un pays absolument particulier. Quand quelqu'un a beaucoup de succès et de résultats, et on le voit bien même dans les collectivités locales, le débat entre les communes riches et les communes pauvres, entre les communes grosses et les communes petites. Nous sommes dans un pays tout à fait fascinant. Quand quelqu'un réussit et il est le plus fort, on le jalouse, mais quand quelqu'un échoue, on le culpabilise. Il faut au contraire qu'on retrouve cette solidarité nouvelle,
qui consiste, on va devoir réinventer un nouveau contrat social, on va devoir réinventer de nouvelles solidarités territoriales. Mais si l'on veut retrouver le chemin de l'espérance, et la France a tous les atouts pour le faire, c'est avec l'innovation territoriale et la libération des forces des territoires qu'on arrivera à compenser la faiblesse des États. Et en même temps, on voit bien que certains agents considèrent qu'ils n'ont pas besoin de faire des formations et qu'ils savent tout le temps parce qu'ils ont eu un diplôme. Or, le monde d'aujourd'hui est un monde de l'innovation qui va changer à toute vitesse. Et donc la formation continue tout au long de la vie est un élément déterminant. En même temps, il faut quelquefois permettre des respirations en dehors de la fonction publique. C'est important de réfléchir peut-être à des parcours, y compris dans le secteur privé, y compris dans d'autres collectivités territoriales, parce qu'on a tendance quelquefois à se scléroser. Or, si l'on veut être épanoui dans son métier, c'est être en permanence en capacité de contribution et de ne pas subir un statut et de subir un quotidien en attendant que l'horloge tourne. Ce qui est important, c'est au contraire d'être en parfait épanouissement dans l'exercice de sa fonction. Ça nécessite aussi le respect du citoyen vis-à-vis du fonctionnaire, le respect du fonctionnaire vis-à-vis du citoyen. Et donc je crois qu'il faut que dans la gestion des ressources humaines, effectivement, nous réfléchissions à quelques assouplissements. On voit bien que ce qui est au cœur, notamment de certaines organisations syndicales, c'est la peur de fragiliser le fonctionnaire par une souplesse des statuts. Mais si les statuts encadrent trop, ils vont quelquefois aller à l'encontre de la fonction publique, puisque je vois un certain nombre de gestionnaires dire je n'arrive plus à subir l'évolution de la masse salariale par rapport à l'évolution de mes ressources, et donc je délègue un certain nombre de services publics par défaut au secteur privé. Et on a donc quelquefois des décisions qui sont prises, pas par une contrainte trop forte liée à des règles qui amènent l'élu non pas à choisir le service public, mais à se déléguer ou à se défausser ou à déplacer. Donc nous avons là devant nous de vrais chantiers qui ne sont pas des chantiers du quotidien, mais des chantiers, effectivement, et je salue votre réflexion, des chantiers d'avenir. Mais c'est la même chose pour les centres de gestion. Vous ne pouvez pas d'un côté prôner la mutualisation au niveau des collectivités territoriales et de vouloir à tout prix garder un centre de gestion par département. Il y a peut-être aussi des masses critiques dans lesquelles vous avez vous-même intérêt à réfléchir à la mutualisation de vos moyens et à faire en sorte qu'à un moment donné, vous soyez peut-être dans une mutualisation de centres de gestion pluridépartementaux, voire peut-être d'épouser les contextes nouveaux de l'aspect des régions, et de faire en sorte surtout d'éviter qu'il y ait une forme de hiérarchisation entre la fonction publique territoriale noble, parce qu'elle serait dans des collectivités locales importantes, métropolitaines ou régionales, et une fonction territoriale plutôt plébéienne, qui serait celle des petites communes. Je crois qu'il faut offrir à chaque fonctionnaire le moyen de pouvoir aller au maximum de ses capacités et de pouvoir avoir une formidable mobilité à l'intérieur du tissu territorial. Bon congrès à tous.